s'est pris une passe décisive avec ta question finalement, puisque vraiment on va passer du propos d'Hugo à ton propos, qui sont finalement très complémentaires, puisque toi tu vas parler de l'aspect du traumatisme. Alors pour te présenter, tu es maître de conférence en psychologie clinique à l'Université de Lorraine, tu es membre du laboratoire Impaxi et tu as à ton actif une quantité astronomique de recherches, toutes les plus intéressantes les unes que les autres. Aujourd'hui, tu vas nous parler effectivement des enfants accompagnés. Je laisse complètement la parole. Non, merci beaucoup. Merci encore pour cette organisation. Je me permets de joindre aux remerciements précédents parce que c'est toujours très agréable d'intervenir ici, toujours très sympathique. Néanmoins, Anat, quand elle m'a contacté pour savoir si je pouvais réintervenir, m'a dit Oh, tu recommences comme l'année dernière, c'était génial. C'est tout à fait dans le lien avec la thématique, mais personnellement, j'ai du mal à faire deux fois la même présentation. Et qui plus est, je suis très attaché à mes objets de recherche actuels. Or, les questions relatives à la prostitution des mineurs, c'est des choses que je faisais en 2020, que je réactualise, mais avec des protocoles un peu différents, avec des réflexions un peu différentes. Et en ce moment, j'évolue énormément à la fois dans mon identité professionnelle de psychologue clinicien, mais aussi dans mon identité de chercheur. Moi, je suis un peu le produit de Paris 7, voilà, béni à la sauce freudienne, voilà, depuis 2003 jusqu'en 2014. Ouais, c'est quand même voilà, ma deuxième demeure. J'ai fait une thèse de doctorat sur la question de la sublimation, de l'agressivité chez les sportifs de haut niveau, donc rien à voir avec Sophie de Mijola-Malor, mais ça je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et j'ai eu une rencontre subjective qui n'est absolument pas partagée par une personne ici présente, Adèle Assous, où lors de sa soutenance de thèse, elle a présenté des recherches avec une approche biostatistique. Et dans mes représentations, donc c'est ça, c'est mes représentations, il y a eu un laps de temps significatif entre la présentation et la correction des données statistiques avant d'arriver à la publication. Et en 2014, je ne savais pas ce que c'était qu'une courbe de Gauss, mais je me suis dit, j'ai envie de savoir, j'ai pas envie que ça m'arrive, et donc je suis aussi maintenant biostatisticien en santé publique, qui est quand même un grand écart important dans l'identité professionnelle d'un docteur en psychopathologie psychanalytique. Vous allez y être confronté à ce grand écart. Voilà. Aujourd'hui, je travaille sur plusieurs thématiques et je vais vous présenter un peu tout ça. Je travaille sur la question donc, de la maltraitance infantile, des trajectoires des psychopathologies des enfants maltraités, mais je travaille aussi sur, sur quelque chose qui est apparu pas par hasard, c'est un peu mon interrogation, c'est un peu ma subjectivité qui a été mise en place, que je voulais questionner ailleurs. Je travaille sur ce qu'on appelle le stress traumatique secondaire des policiers qui sont exposés à des violences sexuelles sur mineurs. Et de ce qu'on appelle aussi le trauma vicarien. Et j'ai jamais fait attention de cette notion de trauma vicarien, mais en fait son origine vient très clairement de Cohut. Je me suis replongé dans Cohut il n'y a pas longtemps, puisque Cohut, quand il parle de l'empathie, parle de l'introspection vicarienne comme étant le savoir-faire du thérapeute dans son implication clinique. Et on pourrait y voir un glissement dans cette introspection vicarienne, dans ce processus d'empathie pour prendre en charge les patients qui ont des pathologies narcissiques notamment. Il y a une différence quand même significative, hein. Vous savez, l'empathie, on a deux personnes qui se sont beaucoup positionnées dessus. C'est Carl Roger avec une psychologie humaniste, une psychologie du soutien, et Cohut avec une psychologie plutôt psychanalytique du self, tout ce qui est la théorie anglo-saxonne dans le développement de la psychanalyse, et où là on parle vraiment d'introspection. C'est un travail de partage des émotions beaucoup plus intense que dans la perspective de Carl Roger. Je fais une petite parenthèse. Colette Chillon, tu en as parlé tout à l'heure, elle a écrit un super bouquin qui s'appelle L'entretien clinique. Je vous invite à le lire pour ceux qui sont en formation, s'il y en a. Voilà. J'avais ça en tête, je voulais vous le dire. Voilà, fin de la parenthèse.
Et donc cette question va me permettre donc la question donc, de la confrontation aux violences sexuelles sur mineurs va me permettre de faire le lien avec aussi la théorie et aussi les protocoles de recherche que je mets en place. Véronique Béchu, qui est la directrice de l'OFMI, donc c'est l'Office central des violences sur mineurs, a écrit un bouquin qui s'appelle Derrière l'écran. Faut être un peu accroché pour le lire. Hein. Les violences sexuelles sur mineurs, lire des descriptions de bébés violés, c'est quand même un peu trash. En France, on a 160 000 connexions selon une fondation américaine qui communique à l'OFMI 160 000 connexions à des sites pédocriminels annuels. 160 000 annuels. Voilà, ça fait 700 signalements par jour. Voilà. Donc il y a une réalité très importante sur la pédocriminalité en France. Et sur, possiblement, les violences sexuelles infantiles. Et dans les données qu'on a, dans les données que j'ai, c'est assez vrai. L'étude qu'on a en protection de l'enfance, on a 17% de mineurs de l'ASE qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles. Dans les données que je suis en train de récolter en ce moment, c'est quand même un échantillon de plus de 700 jeunes pris en charge par les missions locales, on est à 27% qui déclarent avoir été victimes de violences sexuelles étant mineurs. Et l'outil qu'on utilise, c'est le CTQ, c'est le Child Traumatic Questionnaire, qui est un inventaire des maltraitances infantiles, qui est quelque chose de standardisé et qui permet d'avoir une vision objective de la réalité. Et on considère pas que on intègre un certain score, un certain seuil pour dire bah oui, là il y a quelque chose de beaucoup plus envahissant, de beaucoup plus traumatogène dans ces questions. C'est comme si vous prenez une échelle de dépression, si vous avez moins de 10 sur l'échelle de dépression, vous avez des symptômes dépressifs, mais si vous avez plus de 10, on considère que vous avez un score de dépression avéré. On reconnaît bien sûr la maltraitance, mais le seuil n'est pas le même. Voilà. Et je fais un lien parce que c'est quelque chose qui m'a été posé autour de la question du consentement chez les mineurs en situation d'exploitation sexuelle. On me dit, mais donc c'est à l'époque, elle s'appelait Cybèle L'Espérance, c'était la secrétaire générale du STRAS qui me contacte par rapport à mes recherches et qui me dit, mais qu'en est-il de la question du consentement chez les mineurs que vous accompagnez? Moi je lui réponds, mais moi la question du consentement, c'est pas du tout une chose que j'aborde. Ce que je regarde, c'est la variable traumatique. Et pour ceux qui étaient là l'année dernière, et ce que je vais reprendre aujourd'hui, si je regarde donc les variables traumatiques, hop, voilà. En fait, les mineurs qui sont victimes d'exploitation sexuelle, l'autre ratio ajusté, c'est de 11, donc ils ont 11 fois plus de risques d'être exposés à des antécédents de violences sexuelles que les autres mineurs de l'ASE. Sachant que les mineurs de l'ASE, c'est des mineurs qui sont hautement exposés à des antécédents de maltraitance par rapport aux autres mineurs en population générale. On est d'accord avec ça. Sinon, ils ne seraient pas à l'ASE, c'est-à-dire qu'il y a placement, il y a prise en charge. Pour rappel, ASE, aide sociale à l'enfance, on différencie de la PJJ, protection judiciaire de la jeunesse. Les deux rentrent dans l'ordonnance de 45 sur la protection de l'enfance. Aide sociale à l'enfance, ça veut dire que le mineur est en danger dans son environnement. La PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, c'est que le mineur met en danger son environnement. Même si on peut avoir des glissements d'enfants qui vont avoir des doubles mesures ou qui vont basculer de l'ASE à la PJJ, à un moment donné, la question qu'on se pose, c'est comment on les protège, à quelle maltraitance, à quelle fréquence ils ont été exposés. Et donc, c'est ce qui fait qu'on déclenche des prises en charge. Donc, les mineurs victimes d'exploitation sexuelle, alors, là, on est en ce moment dans la communauté scientifique, il y a un grand débat sur la définition, sur les aspects sémantiques de l'exploitation sexuelle. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait de prostitution des mineurs. D'ailleurs, c'était très intéressant ce que vous disiez, à 12 ans, elles étaient obligées de se prostituer. Donc, est-ce que c'est de la prostitution? On considère que depuis 2013, dans la littérature internationale, que en fait, ce sont les phénomènes d'adversité ou les trajectoires qui vous conduisent à cette logique d'exploitation, et que ce n'est pas un choix, genre cool, j'ai 16 ans, je me prostitue, la vie est belle, qui fait qu'on arrive à cette situation complexe. Okay, et donc,
Mais aujourd'hui, on va un peu plus loin que ça, on différencie ce qu'on appelle, et donc c'est des travaux qui ont été faits par quelqu'un qui s'appelle Jessica Lurd, qui a publié une méta-analyse dans Traumatisme, violence et abus, c'est une revue anglo-saxonne sur le trauma, les violences et l'effet de l'abus. Voilà. Désolé. Et en fait, l'exploitation, quand on parle d'exploitation, c'est toute violence sexuelle à l'encontre d'un enfant. D'où la nécessité de différencier exploitation sexuelle d'exploitation sexuelle commerciale, où là, il va y avoir une représentation ou une transaction d'un objet, d'une promesse ou de l'argent. La différence est quand même importante. Néanmoins, ici, j'utilise plutôt exploitation sexuelle commerciale. Voilà. Et dans cette population, quand même, qui est une cohorte de 1315 mineurs, on a 4,7% de la population de 0 à 18 ans qui est en situation d'exploitation sexuelle. Voilà. Avec quand même des variables qui sont assez intéressantes à analyser. On a 2,5% de 2,5 fois plus de déscolarisation chez ces mineurs. On a comment donc je vous ai dit 2,5 fois plus de déscolarisation. C'est des mineurs qui sont placés beaucoup plus tard aussi. Donc on peut supposer qu'ils ont été moins protégés. Parce qu'aujourd'hui, on a une espèce de regard sur oui, les foyers de l'ASE conduisent à l'exploitation sexuelle. Moi j'ai un doute en fait, parce que c'est des raccourcis, c'est des représentations que j'appelle plutôt journalistiques. Je ne veux pas critiquer les journalistes, mais c'est un peu des raccourcis dans les associations. En fait, ce qu'on voit, c'est que quand les enfants sont placés tôt, donc qui sont protégés des phénomènes d'adversité, ils ont tendance à avoir des développements, c'est pas le nec plus ultra pour leur trajectoire de vie, on est d'accord, mais qui ne se dégradent pas de façon aussi significative que ceux qui sont placés plus tard. Voilà. Et alors, il y a une étude qui a été faite par l'université d'Yale sur des études sur des données longitudinales sur des foyers en Roumanie. En gros, quand les enfants sont adoptés ou en famille d'accueil, ils se développent beaucoup mieux que quand ils sont en foyer. Ça, c'est une réalité statistique qui a été publiée dans le Lancet en 2018. Le foyer, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est mieux que les phénomènes d'adversité auxquels les enfants sont confrontés. Et donc, si je reviens par rapport à mes données, alors, déjà, il y a quelque chose qui m'a interpellé par rapport aux questions qu'on pose, c'est la question de la représentation du genre. On a 27% de mineurs garçons qui sont en situation d'exploitation sexuelle. Voilà. Si vous écoutez les données de l'Amicale du Nid, qui est la grande association nationale qui travaille sur cette thématique, ou de la CPE, Agir contre la prostitution des enfants, on est plutôt entre 5 et 10% chez les garçons. Ça, c'est mes données de 2020 en protection de l'enfance. Les données que j'ai actuellement avec les jeunes de la mission locale, on a 15% de jeunes sur un échantillon de plus de 700 jeunes de la mission locale. Donc on a 15% qui déclarent avoir été victimes d'exploitation sexuelle étant mineurs. 15%, je vous laisse faire le calcul de la représentation que ça peut avoir à l'échelle nationale. On est à 50% de garçons. Donc, à l'origine, peut-être dans une logique modélisée par une approche patriarcale, on avait l'impression que tout ce qui était du genre de la prostitution, c'était quelque chose, et c'est vrai que c'était au bon avec ce qui était présenté auparavant, tout ce qui est du genre de la prostitution, c'est du genre féminin, ça concerne les femmes ou les filles, et le corollaire masculin serait plutôt du côté de la radicalisation ou de la consommation de substances. Or, on se rend compte qu'on ne va même pas avoir cette pensée dans l'analyse des faits des mineurs en protection de l'enfance. C'est-à-dire un jeune garçon qui revient avec, je ne sais pas, plus d'argent, des vêtements qui ont changé, on va se dire, ah, il doit être dans le trafic de stupéfiants. On ne va pas avoir une pensée associée à l'exploitation sexuelle. Or, une jeune fille qui revient, d'ailleurs, si vous lisez le guide pratique de la CPE sur comment est-ce que identifier une mineure en situation d'exploitation, et ben en fait, on se rend compte que ce guide pratique dit une jeune mineure, donc une jeune fille, si elle a un nouveau sac à main, un nouvel iPhone, des nouveaux vêtements, c'est des indicateurs, ça peut être des indicateurs qu'elle est dans une situation d'exploitation sexuelle. On peut avoir exactement le même raisonnement chez des garçons. C'est pas forcément des stupéfiants. Ça, c'est vraiment une représentation très patriarcale, très masculiniste sur cette définition de genre, comme ce qui a été développé auparavant, et moi je souscris complètement à ce qui a été dit juste avant.
Mais là où ça m'intéresse aussi, c'est qu'en est-il de la réalité psychique de ces de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons. Voilà. Si moi je ne fais pas l'effort, personne ne va pas le faire pour moi. On se rend compte qu'au niveau de la psychopathologie, c'est un peu la catastrophe à tous les niveaux. Augmentation des odds ratios sur la dépression, l'anxiété, surtout les idéations suicidaires. On a 3,7 fois plus de risques d'avoir des idées suicidaires, des comportements autodestructeurs, le TDAH aussi. Alors, ce qui est très intéressant avec le TDAH, c'est que vous savez, aujourd'hui, le TDAH rentre dans les psychopathologies neurodéveloppementales. On est d'accord par rapport à ça. Sauf dans un cas spécifique où, et là je vous invite à aller, pour moi c'est quelque chose qui est assez innovant dans une réflexion psychopathologique globale, c'est la CIM 11 a développé la notion de trauma complexe. Et la notion de trauma complexe, qui peut être évaluée par une échelle qui s'appelle l'ITQ, l'International Traumatisme Questionnaire, permet de dissocier ce qui est de l'ordre du PTSD et du PTSD complexe, qui est en lien avec une répétition des phénomènes d'adversité pendant l'enfance par une personne qui a une figure d'attachement pour l'enfant. Et en fait, par rapport au phénomène d'adversité, l'enfant va avoir un comportement réactionnel, ce qu'on appelle nous des mécanismes de défense, par rapport à ces situations qui sont analogues à des TDAH, qui peuvent être diagnostiqués comme des TDAH, mais qui n'ont pas la même source neurodéveloppementale. Donc, on a du TDAH chez des enfants qui sont traumatisés. Et ça, toutes les études d'épidémiologie en santé chez les enfants maltraités le montrent. Alors, au début, on disait, il y a 4 fois plus de TDAH chez les enfants de l'ASE. Il y a 4 fois plus de TDAH chez les enfants maltraités. Est-ce qu'on est toujours dans une logique neurodéveloppementale? Non, là, on n'est pas dans une logique neurodéveloppementale, on est dans une logique réactionnelle par rapport à la situation d'adversité rencontrée par les enfants. Voilà, l'année dernière, avec des modifications substantielles, je m'étais arrêté à peu près là. Aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin pour essayer de comprendre les phénomènes. Pourquoi je suis attaché à la question du trauma? Parce que déjà Freud, quand il abandonne sa neurotica, il dit à Fliss, c'est Fliss ou le R? Fliss, je ne crois plus en ma neurotica, je n'arrive pas à croire qu'il y ait autant de pères qui puissent passer à l'acte. 160 000, les données de tout à l'heure. Alors, ce n'est pas que des pères, ce n'est pas que des mères, il faut aussi ne pas les négliger, parce que c'est aussi une réalité, mais c'est aussi l'environnement, des oncles, des cousins, comme vous venez de le présenter, et tout ça, ça contribue à du trauma sexuel. Et il y a une très belle méta-analyse qui a été publiée dans Psychological Medicine, qui est une revue anglaise, qui montre que les idéations suicidaires sont significativement associées à des antécédents de violences sexuelles. C'est la principale cause d'avoir des idées suicidaires. Voilà. C'est quelque chose qui est quand même important parce qu'au vu du nombre, au vu de la réalité de trauma sexuel qu'il y a dans notre société, on peut malheureusement comprendre qu'on ait beaucoup d'idées suicidaires dans les populations. C'est ce que je vais vous montrer juste après. Et là, ce que j'ai voulu faire, c'est ce qu'on appelle un modèle de médiation. Ça vient de la psychologie sociale d'ailleurs. Où en fait j'ai voulu voir en quoi ça. Voilà, on sait qu'on a des abus sexuels, on sait qu'on a des idéations suicidaires, on sait qu'il y a un lien de corrélation et pas de causalité, mais en quoi l'exploitation sexuelle va influencer cette réalité. Et pour vous déchiffrer le modèle, ça augmente de 15% le risque d'idéation suicidaire par rapport à des antécédents d'abus sexuels. Donc en gros, les mineurs de l'ASE sont significativement plus associés à des risques d'idéation suicidaire de par les antécédents de violence sexuelle, mais aussi de par le phénomène de l'exploitation sexuelle qui va augmenter davantage le trauma, parce que la question du trauma et du PTSD a déjà été développée par quelqu'un qui s'appelle Nadine Langto, mais aussi les idéations suicidaires en résonance par rapport à ça. Et là où donc, en gros, les points clés, c'est ceci. Un nombre significatif de jeunes garçons
dans les effectifs de l'ASE qui sont exposés à de l'exploitation sexuelle. Des mineurs sont significativement plus exposés à différentes formes d'abus, de la détresse psychologique et un modèle de médiation qui explique davantage les idéations suicidaires. Là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, j'évolue vers ce qu'on appelle la théorie des réseaux. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est une théorie qui a été développée par Rosborn en 2013. Il a écrit un très bel article dans World Psychiatry, qui est la revue principale de psychiatrie au monde, sur le fait de ne pas avoir des causalités psychopathologiques, mais plutôt des associations de symptômes. Et moi, quand j'entends association, je me dis punaise, ça marche vachement bien avec un modèle psychanalytique, tout ça. Et c'est ce vers quoi j'essaye d'inférer, donc de regarder les modèles psychodynamiques avec des approches statistiques modélisées sur la théorie des réseaux. En gros, la théorie des réseaux part d'un présupposé que, je n'ai pas le graphique sur les yeux, qu'il y aurait possiblement, et vous allez me dire, ça ressemble vachement à l'après-coup, qu'il y aurait eu un effet, un mouvement, un moment traumatique qui aurait été peut-être refoulé. Alors il ne l'écrit pas comme ça, Rosbaum, et qui aujourd'hui, quelque chose l'aurait réactivé. Ça va donner lieu à un symptôme qui va réveiller d'autres symptômes. C'est cette symptomatologie qui va faire c'est cette symptomatologie qui va exister indépendamment de la causalité avec le symptôme initial. Et donc, nous, on va avoir un regard multisymptomatologique, indépendamment de son origine, et on va dire, ah bah c'est de la dépression, c'est de l'anxiété, mais pas forcément, puisqu'on sait en plus aujourd'hui qu'on a une comorbidité très importante entre anxiété et dépression, et comprendre les mécanismes de ces phénomènes, c'est quelque chose d'important. Mais comprendre aussi comment psychiquement ça influence, bah, c'est quelque chose d'intéressant. Je vous donne un exemple. En fait, c'est cet exemple qui m'a donné envie de travailler là-dessus. Pendant la Covid, on a eu autant de personnes qui ont eu des Covid longs, qui avaient contracté le Covid, de personnes qui n'avaient pas contracté le Covid. Il y a une étude qui a été publiée dans le JAMA, une étude française. Ils ont fait une étude sur 25 000 personnes. 25 000 personnes qui ont déclaré avoir la Covid long, et en fait, sur la moitié d'entre eux, ils ont trouvé des traces de la Covid. Les autres n'avaient aucune trace biologique au niveau de l'organisme. Ils n'ont aucune preuve d'avoir eu la Covid. Ça a été d'ailleurs source de débat, mais la question, c'est en quoi cette situation de stress intense, moi c'est la question que je me suis posée, aurait pu réactiver une symptomatologie antérieure où on regarde juste les symptômes. Douleur de dos vague, prenez vraiment la nosographie, l'approche phénoménologique de Freud quand il décrit l'angoisse, maux de tête, douleur de dos vague, difficultés respiratoires, bah c'est quoi? C'est des symptômes anxio-dépressifs. Voilà. Et on va dire, ah, il a la Covid. Non. Et je vous assure qu'il y a une publication dans le JAMA par une équipe de la Pitié-Salpêtrière qui a montré ça. Donc, sauf que à l'époque, on regardait juste les causalités biologiques et aucune recherche est venue interroger les antécédents psychotraumatiques ou nosographiques. C'est à partir de 2023 qu'ils ont commencé à montrer des liens entre des antécédents psychiatriques et l'apparition de Covid long. Donc, ça a pris du temps. Ça a pris du temps pour qu'on voit ces corrélations. Mais ces corrélations, c'est quand même une théorie de l'associativité, comme on retrouve en psychanalyse, et qui a un sens biomédical. Et l'objectif de cette théorie des réseaux, c'est d'avoir une approche vraiment psycho, bio et environnementale. On essaye d'avoir une approche un peu plus globale. Voilà. Alors, juste pour vous donner quelques données que je vous mentionnais tout à l'heure, parce que vous allez comprendre pourquoi je vous le présente,
parce qu'en ce moment, je m'amuse avec la théorie des réseaux et je suis en plein dedans et je trouve ça génial. Alors, ça, c'est les données relatives aux jeunes d'émissions locales. Ce qu'on voit, c'est qu'on a plus de phénomènes d'adversité qu'on pouvait avoir dans les données antérieures. La principale méta-analyse sur les violences sexuelles parle de 12,7% à l'échelle mondiale. Nous, on est à 27% dans cette cohorte. Dans certaines études, on est plutôt à 15% max en France. Donc il y a aussi, et ça c'est une question qui a été soumise par le Conseil de l'Europe, il y a eu une augmentation des phénomènes de maltraitance infantile pendant la Covid, et donc qui s'explique aujourd'hui par le développement de psychopathologie chez nos patients. Et donc, c'est ça les réseaux. Voilà. Donc, en fait, on essaie de regarder les liens entre les symptômes. Et vous voyez, par exemple, chez les mineurs qui sont exposés chez les jeunes majeurs qui ont des antécédents d'exploitation sexuelle chez les mineurs, ils ont davantage de traumas complexes. Et ces traumas complexes sont associés à des consommations de cannabis qui sont liées à la dépression. Et le cannabis va être fortement associé à l'hypervigilance, aux pensées intrusives et aux réactions émotionnelles. Et donc moi j'ai voulu aller un peu plus loin, et c'est d'ailleurs le schéma inverse que j'ai fait, et que j'ai regardé ensuite chez les mineurs victimes d'exploitation sexuelle. Avec Adèle, on a travaillé sur la santé mentale des jeunes, et je trouve que d'un point de vue, je vous le communique, je sais que c'est un peu une digression par rapport à l'objet initial, mais d'un point de vue de l'implication clinique et du repérage de la symptomatologie, je trouve ça hyper important. On a bossé sur la santé mentale des jeunes pendant la pandémie, et on a vu que pendant la pandémie, notamment pendant le second confinement, c'était la catastrophe. C'est là où on a eu le pic de dépression, de symptômes dépressifs, anxieux et d'idéation suicidaire. Ça, voilà, c'est un graphique qui montre la différence entre le pic de la pandémie et aujourd'hui. Donc en gros, vous avez 2,1 fois plus d'idées suicidaires aujourd'hui par rapport au pic de la pandémie, qui était déjà bien plus à risque que par rapport au premier confinement, qui était déjà bien plus à risque que par rapport à la période pré-pandémique. Et donc, on a quand même une dégradation significative qui sont quand même soulignées. Vous écoutez Bruno Falissard qui parle des systèmes de santé qui ne répondent pas à ces questions, qui répondent pas aux questions. L'augmentation notamment des troubles en pédopsychiatrie. On trouve la même chose en psychiatrie adulte. Et ce que je trouve intéressant, et c'est ce que je voulais vous montrer, de l'analyse de réseau. Je vais juste faire un focus sur les idéations suicidaires. Les idéations suicidaires, c'est un symptôme de la dépression. C'est fortement associé à la dépression. Si vous lisez tous les manuels de nosographie, c'est de la dépression, c'est corrélé, perte de l'activité, perte d'intérêt, compagnie. C'est ce qu'on retrouve sur le graphique de gauche. Vous voyez, le graphique en bleu. On voit bien que sa relation avec l'anxiété n'est pas vraiment avérée, à part avec le GAD-7. Et donc ça, c'est le premier graphique. Ça, c'est le même. En analyse de cluster. C'est quoi l'analyse de cluster? C'est qu'on a regroupé les symptômes entre eux pour qu'ils aient un sens. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que PHQ9, je l'ai perdu. Il est où, si vous le voyez? En bas à gauche. Ouais, le PHQ9. En bas à gauche dans le premier. En bas à gauche dans le premier. Oui. Et en fait, il migre vers le centre de la symptomatologie et il interagit de plus en plus avec les symptômes anxieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a une influence significative de l'anxiété sur les idées suicidaires. Et que si on a un focus uniquement dépressif sur la corrélation entre idées suicidaires et dépression, on va passer à côté des idées suicidaires de nos patients. Aujourd'hui, les idées suicidaires, en tout cas dans ces données, sont davantage influencées par l'anxiété, et notamment par un état d'excitation généralisée qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. C'est un peu ce que nos résultats montrent aujourd'hui. Et donc, au lieu d'avoir une logique purement dépressive de la compréhension des phénomènes suicidaires des jeunes adultes, il faut l'entendre aussi dans une comorbidité accentuée par l'anxiété.
Et ces questions-là, ce qui est sous-jacent, en tout cas, et c'est la suite de mes analyses. Alors, pour être transparent, ça, je l'ai fini tout à l'heure à 12h30. Voilà, donc je ne peux pas encore aller plus loin, mais l'idée, c'est de regarder, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les corrélations avec ça, c'est-à-dire les phénomènes des différentes formes de maltraitance qui peuvent influencer l'ensemble des symptomatologies entre dépression, anxiété et surtout entre cet item qui, pour nous en tant que psychologue, est important, c'est-à-dire les idéations suicidaires. Voilà.